Bonjour à tous. Merci d'être venus très très nombreux pour cette première édition du Bryce Camp. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Donc vous l'avez constaté, les places sont parties très très vite. On aurait quasiment pu remplir une salle de 300 personnes. Et cet événement, il est possible parce qu'on a des généreux sponsors qui nous ont aidés. Donc entre autres Softeam qui a répondu présent tout de suite. Donc je passerai la parole à Vincent Escalier dans 4 minutes. Mais aussi évidemment Listic qui nous accueille aujourd'hui gracieusement. Donc je vous demanderai de respecter les lieux puisqu'il y a quand même encore des étudiants et des enseignants-chercheurs qui circulent et qui travaillent. Évidemment la propreté du campus parce que sinon ils nous accueilleront plus la prochaine fois. Et également Abside Group, Orange Business Service et CloudBiz qui nous ont aidés financièrement et au niveau de l'organisation. Vous avez vu qu'on a installé un tweet wall dans le hall, donc si vous voulez vous faire joujou avec, hashtag BryceCamp. Et pour ma part, je vais juste remercier Guillaume Colic qui m'a donné un gros coup de main sur la fin de l'organisation qui commençait à être un petit peu délicate à gérer pour moi puisque j'ai à la fois changé de boulot et de taille de ma famille. Donc, merci. Et on a de la chance puisque Sébastien Douche arrive, donc on va pouvoir lui passer la parole dans maintenant 7 minutes. Je chronomètre assez serré, parce que vous l'avez vu, le planning est plutôt chargé. Je demanderai aux speakers d'essayer de respecter au mieux leur timing. Sinon, on va faire une convention très simple, c'est que la personne qui est en bas le plus à droite de la salle est chargée, lorsque l'heure arrive, de faire des grands coucous pour nous dire que, attention, il reste plus qu'une minute, il est temps d'arrêter la session. Ça vous va? Ok. Donc il faut s'assurer que la personne qui est le plus en bas à droite a l'heure. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Vincent. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est finalement assez impressionnant de vous voir d'en bas. Alors, non pas pour le nombre de personnes qu'il y a dans la salle ou la taille de la salle, on va dire, mais surtout pour ce que vous représentez en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de me retrouver au milieu de la crème des geeks bretons. Donc, c'est assez particulier pour moi parce que moi je fais du commerce, du management et du recrutement, donc forcément je me sens pas forcément en terrain conquis. Bon, ça va. Bon, j'avais quand même prévu une petite parade en disant que voilà, j'ai fait du développement C++ à 15 ans, mais bon, je suis pas sûr que ce soit totalement dans l'air du temps aujourd'hui, avec néanmoins quelques
maintenant je peux plus me gratter l'oreille. On m'entend là? Ok. Tout le monde c'est bien, tout le monde est synchro. Vous savez, Internet en 95, vous savez, c'était ça, hein, les flashs. C'était les gifs animés, c'était vous savez, le truc qui disait site en travaux, enfin bon. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis ce temps-là, je fais tout en communauté. Non, presque tout. Hein, tout de suite, je sens que... Bon, quoique, mais c'est ma vie privée, ça. La première chose que j'ai découvert quand j'ai découvert Internet, peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, c'est les newsgroups. Les newsgroups, c'est tout simplement, c'est comme le mail, sauf que on poste sur un serveur public et on reçoit tous les mails d'un newsgroup. Et là, je vous ai mis des news. Bah, j'ai pris totalement au hasard, hein, soc complot, soc drogue, boisson bière. En fait, vous avez un sujet et vous vous inscrivez à un newsgroup ou à plusieurs newsgroups et vous discutez du sujet en question. Donc là, c'est vraiment une communauté. Vous avez un sujet en commun qui est vraiment parfaitement défini. Ça a été ma première utilisation des communautés. Qui m'a pu, pour la première fois, me faire parler avec des gens que je ne connaissais pas, débattre, expliquer mes idées, essayer de comprendre la personne qui était en face de moi. Très vite aussi, parce que je suis un gros geek, même si ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Moi, j'utilise beaucoup de logiciels libres et la première chose que j'ai fait aussi, à chaque fois que je voulais apprendre un logiciel libre ou je voulais savoir ce que c'était, j'allais voir deux communautés, la communauté des utilisateurs du produit en question et la communauté des développeurs. C'est un truc que je fais vraiment par réflexe et ça me donne beaucoup d'informations. Ça me donne si les gens sont sympas, s'ils sont ouverts, s'ils acceptent les débutants, s'ils acceptent la critique, s'ils s'engueulent entre eux, etc. Moi, ça me donne beaucoup d'informations. Je vous conseille vraiment quand vous jaugez un logiciel, de voir aussi les développeurs et non pas que les utilisateurs. Après, j'ai appris IRC. Je ne sais pas si vous connaissez IRC. C'est le chat des vieux, enfin le chat des geeks. C'était un truc qui était génial, c'est que tous les développeurs des logiciels libres étaient dessus. Et un truc que j'ai appris, c'est que je pouvais parler directement aux développeurs du logiciel en question. Vous voyez comment ça se passe quand vous téléphonez au support d'un éditeur propriétaire? Allô, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre contrat? C'est quoi... Et là, j'avais en face, de l'autre côté, moi j'avais carrément le développeur du logiciel qui me répondait, en direct. Et j'ai trouvé ça génial. Puis après, j'ai appris les planètes. Vous connaissez les planètes? C'est des agrégations, c'est un site qui agrège tous les flux RSS des blogs qui suit un ticket particulier. Par exemple, vous avez le Planète Debian. Tout développeur Debian qui poste un billet avec marqué Debian, enfin avec un tag Debian, va être sur ce blog-là. Donc si vous enregistrez aux planètes, au flux RSS, je sais pas, vous avez l'équivalent de 50 blogs agrégés. Donc si vous voulez suivre une communauté Debian, Ubuntu, Python, Java... en fait, vous abonnez à un planète et vous avez tous les mecs qui sont des mecs connus dans la communauté en question. Twitter. Et Twitter, c'est assez récent. Et je vais vous en parler parce que je trouve cette communauté, enfin, cet outil très intéressant parce qu'il a une particularité. La plupart des logiciels, ou des services, sont synchrones. Si vous pensez à LinkedIn, si vous me demandez de connecter avec moi, tout simplement, ça va être de 1 à 1. C'est-à-dire je vous suis, vous me suivez. Twitter, c'est un des rares outils où les gens qui me suivent ne sont pas les gens que je suis. Donc j'ai deux communautés bien distinctes, la communauté que moi je suis et la communauté qui me suit. Et c'est deux communautés qui n'ont strictement rien à voir. Et par l'effet de retweet, ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, il y a des tweets qui traversent des communautés totalement différentes. J'ai un pote qui suit l'intelligence artificielle, moi ça ne m'intéresse absolument pas, mais moi je le suis lui. Lui suit la communauté des gens de l'intelligence artificielle, et par l'effet de retweet, je retweete moi d'autres personnes, et on a potentiellement des infos qu'on n'était pas censé suivre au premier abord. Je ne vais pas plus loin de ça, mais utiliser Twitter, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, grosso modo, ça c'est un peu mes stats personnels. Je suis un gros lecteur. Avec le temps, depuis 1995, j'ai appris l'habitude de suivre énormément de communautés, des communautés de chaque sujet qui m'intéressait. Mais ça, c'est des communautés virtuelles. C'est-à-dire qu'on parle sur Internet, on les voit rarement. Notamment quand on bosse avec des Allemands, si vous ne connaissez pas les Allemands, on ne saisit pas l'humour des Allemands au premier abord. C'est un peu particulier. Et à un moment donné, on a envie de se voir.
On a envie d'aller un peu plus loin. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler maintenant. Quand j'étais tout seul dans mon coin, en 95-96, à vouloir faire du logiciel libre, enfin au moins en utiliser et apprendre. Et en 96, pour faire du logiciel libre, apprendre Linux, on n'était pas nombreux. Et un jour, on s'est réunis, on a dit tiens, on va monter un groupe d'utilisateurs qui existe encore, qui a fait des centaines de confs, qui continue à en faire. Et par exemple, c'est la dernière Ubuntu Party que j'ai fait, où il y a 3000 personnes, en fait, 13 ans après, on continue à installer et à former des gens au logiciel libre, et notamment, il y a des install parties, il y a des formations à GIMP, à OpenOffice, ce genre de choses. Et 3000 personnes, c'est la plus grosse install party, Ubuntu Party du monde. Mais de manière générale aussi, on se déplace beaucoup. Là, c'est par exemple les rencontres mondiales du logiciel libre à Mont-de-Marsan. C'est le sud-ouest. J'aime bien manger. Hein. Ça, c'était 1h du matin, avec de la bière, c'était vraiment pas cher. C'est tous des committeurs de projets open source. Il y en a plusieurs qui sont de Mozilla, il y en a un qui fait du Python, qui participe à plusieurs projets, il y a quelqu'un qui participe à Open Solaris à l'époque. Et ça, c'est un développeur qui mange à midi dans le parc. Ça, c'était le soir. Ça, c'est avant qu'on boive. Ça, c'est comment dirais-je, Solution Linux. C'est toute la communauté française qui se rencontre. Non, attendez, vous avez mal compris ce que j'étais en train de dire. Et en fait, April, qui est une association que peut-être les gens connaissent, il fait un cheese and wine et on ramène du fromage. Du fromage, vous savez, le truc que vous mettez la main, ça sent, c'est fini, hein, vous avez l'odeur du fromage jusqu'à la douche. Et c'est un moment ultra privilégié où toute la communauté se rencontre dans un salon qui est en plus extrêmement professionnel. Donc vous avez une partie où vous avez tous costume cravate, autour du cul, machin. Et vous avez toute la communauté française en t-shirt, en train de rigoler, en train de déconner, en train de faire des conneries. Ça, c'est pas la meilleure image, mais comment vous expliquer? Il y avait Fred Couchet qui a fondé l'April, qui s'est marié l'année dernière avec le mec du milieu qui s'appelle Emile. Et cette année, ils ont fait leur union l'année dernière, ils ont déclaré leur union, et puis cette année, ils ont fait un enfant qu'on ne voit pas parce qu'il se fait légèrement agresser par Pimpin, qui est... Enfin, voilà. Donc, moi, ça fait 13 ans, 14 ans que je suis dans la communauté logiciel libre. J'ai appris le logiciel libre, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de techno assez rapidement. J'ai pu rencontrer directement les développeurs de plein de projets open source et ça m'a permis de m'améliorer extrêmement rapidement. En même temps, j'ai découvert l'agilité, peut-être vous connaissez un peu ça, j'ai découvert l'agilité en 2000, évidemment encore les newsgroups, enfin là les mailing lists, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et à un moment donné, j'ai voulu voir les gens. On s'est rencontrés, on a fait des rencontres de praticiens. Et puis à un moment donné, on va dire tiens, on va faire une conf. On va faire une conf en France, et puis on a fait XPD, et après Gilles France, enfin c'est la même chose, on a juste changé de nom. Et puis voilà, ça c'était cette année, oui, on fait des trucs super intéressants, 1 + 1 = 2, ou 1 + 1 = supérieur à 2. Je cherchais pas.
va être bizarre la vidéo quand même. Hein, parce que... et puis on fait des jeux. Ah bah tiens, on fait encore des jeux, des serious games. Là, c'est tiens, un breton, je sais pas s'il est là aujourd'hui, non, il y a son collègue, qui va se préparer à un truc d'Agile France, justement, à Agile Open, je crois. Puis voilà, on a des jeux comme ça. Un open space comme ça de 30 personnes. Et notamment, je me souviens de quelqu'un qui faisait l'open space pour la première fois. On fait une table ronde au début pour se présenter, pour être dans un état d'esprit adéquat. Et on fait la même chose à la fin. Vous savez, c'est un peu comme... c'est le même principe psychologique que les alcooliques anonymes. Vous savez, le but, c'est de favoriser la communication. Qui disait, moi, j'ai vécu 3 jours géniaux. Je connaissais personne. Je parlais d'un sujet avec n'importe qui. La personne était ouverte. Elle partageait avec moi, elle échangeait, et j'apprends des trucs. Et vous ressortez d'un open space comme ça, mais avec des milliards d'idées. En plus, ce sont des gens on parle beaucoup d'agilité, de coaching. C'est des gens qui font ça depuis plus de 10 ans, qui sont très intelligents, qui ont beaucoup de connaissances. Et vous en ressortez avec des milliards d'idées, et il faut des semaines pour un peu ingurgiter tout ça. Puis il y a l'AFPI. Moi, je fais du Python. J'aime bien ça. J'ai une conf Python à 17h, pour ceux qui sont intéressés. C'est quand même vachement mieux que le reste, quoi, mais... J'ai rien dit. Oh, vous coupez. Hein. Bah voilà, on fait tiens, c'est à Rennes cette année, 17 et 18 septembre. On fait PyCon, la Python conférence. Ça, il ne faut pas qu'il le voit, mais en fait, la première année, on fait comme ce qu'on fait au FOSDEM, au Bruxelles. On fait le premier jour, on boit beaucoup le premier jour, et là, on est bu jusqu'à 3h du matin, et puis il dormait parce qu'il avait une conf dans 1 heure. Ah, ça, on fait aussi des sprints de développement de dev, et on a fait ça chez un pote, Tarek, qui habite à côté de Dijon, puis on a fait carrément cuire je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, c'était bon, mais... on est sérieux, on travaille aussi, on est quand même là pour bosser, mais voilà, quoi, des fois, c'est un système expert pas très intelligent qui produit que de la merde, en général, dans le sens premier du terme. Non, des fois, on travaille de manière un peu plus cool. Puis vous voyez, je vous ai dit que j'aime bien manger, moi. Donc là, on s'était fait, c'était à 2 ans, puis matin, midi, soir. Puis voilà, puis des fois, ça, c'était l'AFPI. J'ai rencontré je suis allé beaucoup ensuite en Belgique. J'adore la bière. Je vous l'ai dit déjà, j'aime la bière. J'ai découvert par exemple la bière fraise. C'est dégueulasse, super sucré, mais j'avais découvert ça. Voilà, et l'AFPI, c'est des gens super bons, c'est des gens qui travaillent dans plein de domaines fonctionnels différents, qui m'apprennent très vite, qui me donnent beaucoup d'infos. Et puis voilà, et puis ils aiment bien la bière en plus, donc c'est cool. Puis tiens, j'ai fait de la moto aussi. Je vous connais toute ma vie. Mais en 2001, ça faisait des années que je voulais faire de la moto, même ma maman ne voulait pas. Et puis en 2001, je me disais, je fais de la moto. Je passais mon permis, évidemment, encore communauté virtuelle, chose que je fais, je cherche sur le net, c'est quoi la meilleure moto-école sur Paris. Puis quand j'ai eu mon permis du premier coup, c'est quoi la moto qu'il faut que je prenne. Ensuite, j'ai cherché une communauté, puis à un moment donné, c'est pareil, on a envie de se voir. Et un truc qu'on fait, c'est une concentre, par exemple. Vous savez ce que c'est qu'une concentre ? 20 à 30 motos, quarantaine de personnes, parce qu'il y a des fois il y a des passagers. Et puis vous avez 30 motos qui fait pendant 3 jours de la moto, mais évidemment dans des endroits à virage, genre les montagnes. Et puis moi la première année je l'ai fait en plus à un endroit, je sais plus, c'était dans le centre de la France, j'ai oublié le nom, super connu. Et il y avait juste le Tour de France qui était passé, donc le bitume était nickel. Puis c'était des fous furieux qui... Non, ni Sarkozy, non, on allait à 60. Et puis c'est la première fois de ma vie que je voyais des virages. Et vous savez, quand vous êtes motard, vous voyez le panneau, vous savez, virage dangereux, 14 km, et puis là vous faites... Il y a plein de virages. Et en 3 jours, j'ai appris 2 ans de moto. Parce qu'en plus, vous roulez plus vite, parce qu'il y a les mecs qui sont là, qui ont l'habitude. Les mecs qui sont, les fous furieux, qui sont à 240 en ligne droite et 180 dans les virages, vous les laissez passer. Et puis, vous prenez la roue d'un mec qui roule un peu plus vite que vous, puis voilà, puis pendant 3 jours, puis vous faites l'équivalent de 40 virages d'un coup. Parce qu'à Paris, il n'y a pas de virage. Hein. Vous êtes comme ça, hein, c'est avec un vélo. Ce qu'on appelle un virage, c'est virage aveugle, virage en dévers, virage dévers en aveugle, ça c'est des virages, quoi. Et quand vous repartez, et notamment je l'ai vu dans les années d'après, les gens qui arrivaient, ils avaient leur permis, ils faisaient 3 jours de concentre, ils repartaient.
bah, ils avaient gagné, ils étaient bien meilleurs. En 3 jours. 3 jours, tu gagnes 2 ans. Puis après, j'ai voulu faire la piste. Et c'est pareil, j'étais avec un groupe qui, une fois par an, louait carrément un circuit toute la journée, et puis on tournait. Puis ce qui est bien quand on tourne tout le temps, c'est qu'on voit un premier virage, on le prend mal, puis on le voit une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, et puis on va de plus en plus vite, et puis on descend de plus en plus bas, et puis on commence à poser le genou, puis on commence à plus freiner avant. Puis c'est pareil, une journée, vous apprenez, c'est pareil, vous gagnez 2 ans d'expérience de moto, quoi. Donc, et puis après aussi, à un moment donné, j'ai pris une moto de temps, tu sais, c'est tout qui fait 140 kg, petit comme ça, qui fait rire tout le monde, mais moi je freine 100 mètres plus tard que tout le monde. Parce que c'est une moto de piste, mais c'est un truc énormissime. J'ai pris un pied dessus, c'est hallucinant. Et puis j'ai rencontré des mecs qui étaient fous de moto de temps. Mais quand je dis fou, c'est que les mecs qui prenaient la moto, le moteur d'une moto, ils le mettaient dans une carte d'une autre moto, quoi. Et les mecs, ils connaissaient tout par cœur. Enfin, c'était beaucoup de mécaniciens. Quand vous les écoutez parler, c'est 10 fois mieux que vos mécanos à vous, quoi. Ah, puis un jour, j'ai voulu faire de la photo aussi. Je suis curieux comme mec, hein. Donc, c'est pareil, communauté virtuelle, j'essaie de chercher Canon, Nikon, pour, contre, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, j'ai tout acheté d'occasion, j'ai trouvé plein de gens, des forums, encore une fois. Ok, on commence toujours par commencer par une communauté virtuelle. Et puis tu vois, j'ai pas de photo pour la partie photo. Voilà, et puis j'ai appris. Tu me dis quand je suis. Ah, bah ça se voit pas. Alors le premier qui se marre, parce que là je suis sous corticoïde, j'ai pris 30 kilos à cause des corticoïdes. Mais j'ai dû maigrir une première fois. Et effectivement, la première chose que je fais, j'ai cherché une communauté virtuelle de mecs qui spécialisent en nutrition. Donc je suis tombé plutôt sur des mecs qui sont fitness, musculation. Et je suis tombé sur des mecs, juste des fous furieux, quoi. Bon, moi j'ai perdu 27 kilos en 5 mois, mais tout seul, enfin grâce à eux. Mais après, comme ils font un salon, ils se rencontrent une fois par an dans un salon à Paris, je les ai vus. Comme ils sont en période de sèche, donc ils bouffent que du riz, donc toujours japonais. Et j'ai rencontré des mecs, tu sais, on prend souvent les muscu pour des abrutis. Bah, d'abord, c'est ultra dur la muscu. Ils ont une hygiène de vie qui est hallucinante, et c'est des ultra spécialistes de la nutrition, du sport, du corps humain. Et j'ai une anecdote assez rigolote, c'est que la première fois que j'ai fait ça, je suis arrivé un peu en avance, parce que j'étais en moto, voir avant, et je vois un mec qui arrive, une sorte de gros gaillard, comme ça, avec un allemand, genre un peu allemand, blond, coupe courte et tout, avec sa copine qui dirait une caricature de fille, bref. Et quel abruti ce mec-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce mec-là, il lit tout, mais tout ce qui se fait comme, comment dirais-je, pas enquête, mais études scientifiques sur le corps humain depuis un siècle. Puis à force de lire du russe, de l'allemand, de l'anglais, il sait lire 4 langues. Et le mec, il sait tout. Donc j'avais un mec à ma droite qui faisait sa 3e licence parce qu'il voulait devenir entraîneur de sportifs de haut niveau, donc il faisait sa 3e licence, etc. J'avais plein de mecs comme ça. Puis il discutait de la molécule, de machin qui faisait que dans quel cas, dans quel type d'effort ça améliorait le muscle là, comme ça, qui faisait que. Et lui faisait ah oui, mais j'ai lu une étude allemande de 1942 qui contredisait effectivement ce que tu viens de dire, etc. Le mec, je laissais parler, je captais rien. Ah, puis je me suis intéressé à le lean très rapidement. Le lean, c'est ce qu'on commence à en parler. Je me suis intéressé il y a quelques années aussi. Et ce qui était assez génial, c'est que j'ai fait des conférences lean, mais des lean usine. Et je tombais sur des mecs qui expliquaient leurs problématiques d'amélioration des matériaux dans les usines et de qualité matérielle. Et ce qui était génial, c'est que je comprenais ce qu'ils disaient. On avait le même sujet commun, le lean. Et le mec qui parlait de... Il y avait plein de choses différentes. Après, on se voyait parce qu'après, il y avait les conférences, après on mangeait. Je vous ai dit que j'aime bien manger ? Non. Et dans un buffet assez bon, un essai, puis voilà, moi je discute avec un PDG d'un spécialiste de matériaux, un responsable d'une usine, de Renault, et on discute des problématiques de management et d'organisation. Et puis on a fait aussi SDC, ça c'était cette année. Le mec en milieu de dos, c'est le mec qui a fondé GitHub. Et puis à force de voir des mecs du Ruby, de Perl, etc., on a dit si on faisait une conférence de développement logiciel multilangage. 7 minutes, 2.
25. Ok, ben je vais avancer. Et puis Life Hacking, donc conférence tous les mois sur Paris. Paris Jug, alors ça je vais finir par ça parce que ça c'est rigolo. Paris Jug ça veut dire Java User Group. J'ai horreur de Java. Non mais je déteste ça. Non mais je déconne pas, j'ai horreur de Java. En 2001, j'ai arrêté le développement logiciel parce que je voulais pas développer du Java. J'ai horreur de ça. Et pourtant j'y suis tous les mois. Troisième mi-temps hein, pour boire, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Je suis pas là pour les conférences. Mais moi au début c'était assez bizarre Paris Jug parce que je pensais être arrivé à un territoire conquis. Je suis un gros geek, je fais l'informatique depuis 25 ans. 20 ans, si, 25. Et puis je me dis, bon, c'est quand même des développeurs, je vais comprendre ce qu'ils disent. Je comprenais rien. C'est une novlangue, le Java, déjà. Ils ont tous leurs mots AE, DAO, JB, machin, truc. Et ils ont une façon de penser qui est extrêmement bizarre. Et j'ai mis du temps, c'est engueulé, je sais pas combien de fois. Et j'ai mis des mois, parce qu'on se voit une fois par mois, 3 heures, j'ai mis des mois à comprendre comment ils fonctionnaient. Ce que j'ai appelé le prisme Java, c'est-à-dire leur déformation, c'est-à-dire leur peur, leurs angoisses, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, pourquoi ils pensaient comme ça. Et alors, foncièrement, il faut un truc qui ne m'intéresse pas. Mais c'était assez intéressant. Parce que moi, ça m'a dit, ok, à un moment donné, moi, c'est quoi mes peurs? C'est quoi, qu'est-ce que j'aime dans le développement logiciel? Qu'est-ce que je n'aime pas? Pourquoi j'aime pas? Ma présentation de Python cet après-midi, vous avez dit que je fais une présentation de Python cet après-midi? C'est ça, c'est pas dire Python, c'est génial, c'est dire voilà pourquoi moi j'aime. Qu'est-ce que j'aime dans le développement logiciel? Qu'est-ce que j'aime pas dans le développement logiciel? Et je vais vous parler, alors ça c'était les 50 Firefox, donc ça peut être des trucs. Et puis j'ai mangé aussi, tiens, c'est bizarre. Puis ça c'est au FOSDEM. Non, cherchez pas. Ça c'était les J-Duchesses, pas longtemps, c'est les filles qui font des trucs pour. Voilà. Puis on gagne une Barbie à la fin. Une Barbie geek, ça se trouve qu'aux États-Unis, hein, donc c'est pour ça qu'elles ont fait ça. Ça c'était un sprint. Ça je sais plus où j'étais, mais j'ai bien mangé, donc j'ai pris une photo. Ça j'ai bien aimé ce que j'ai mangé, donc je l'ai pris en photo. Ça c'est des potes de GCU, c'est des fous furieux. Des comités OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, qui font du BSD depuis des années. Puis je vous parlais aussi de plein de trucs. Pourquoi je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure? Ça commence à devenir un peu gonflant. Là. C'est bien, il raconte sa vie. Ça fait 20 minutes. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi finalement, depuis 15 ans, ça fait 15 ans que je ne fais plus rien tout seul? Rien. J'ai lissé, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait tout seul depuis 15 ans? Non, à part ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Rien. J'ai tout fait en communauté. Alors, la motivation initiale de faire en communauté, c'est évidemment trouver l'information. Comment passer sans payer mes motos, quelle moto acheter, comment je vais maigrir. Mais, et ce qui est intéressant, c'est que cette information, on l'a parce qu'on est dans un environnement où les gens aiment partager. Ils adorent partager. Et ils partagent tout le temps. Vous cherchez l'info, et vous avez toujours des gens pour vous dire « Ok, je vais te la donner l'info ». Ce qui fait que vous progressez très rapidement. 3 jours de moto dans une concentre, j'ai gagné 2 ans. Ça vaut le coup, non? Et pour tout ce que j'ai fait en communauté, je veux dire en photo, en moto, n'importe quoi, tout le monde m'a dit au bout de 3 mois, 4 mois, c'est bien, tu progresses quand même vachement vite. Bon, c'est vachement fort, mais est-ce que j'aurais fait la même progression tout seul? Je ne suis pas sûr. Être en communauté, c'est être en rapport avec des gens qui font des choses, qui réfléchissent en permanence. Quand je fais Agile Open et que j'ai 30 personnes qui, pendant une année, réfléchissent et font plein de trucs. Potentiellement, j'ai 30 fois une année d'expérience qui me rend dans la gueule. J'ai gagné 30 ans potentiellement. Je suis jeune. Hein. Et ils le font avec plaisir. C'est ça qui est fou. Les mecs, vous demandez un truc, ils vous répondent. Et en plus, ils sont contents de vous répondre. Et non seulement ils ont plaisir à vous répondre, mais ils aiment faire ça. Et ils vous parlent avec passion, avec envie de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, de pourquoi ils l'ont fait, de leur échec. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette communauté, vous avez la liberté d'abord de savoir. Personne ne vous dit « non, ça c'est pas... Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Non, tu fais pas ça. » Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, non? Non, ça vous rappelle rien? Non, vous êtes tous étudiants, en fait, c'est pour ça, non? Vous avez aussi la liberté d'accès à l'information. Personne ne vous contraint. Vous vous abonnez à une communauté virtuelle ou réelle. Et l'information est là, personne ne vous la cache. Et ça,
ça vous donne la curiosité quand vous avez constamment des gens qui disent ouais, j'ai lu ça, lis ça, fais ça, j'ai fait ceci, essaye ça, moi ça a marché chez moi. Waouh, ça peut être effectivement extrêmement intéressant. Et en plus, vous avez des gens qui sont créatifs dans la mesure où ils font créativité dans le sens où ils font les choses différemment de vous. C'est ils font une façon de faire qui n'est pas la vôtre, donc qui est créatif. Et ce qui est assez intéressant dans les communautés, c'est que plus vous investissez et vous faites les choses correctement, plus vous êtes reconnu. Il y a une reconnaissance sociale de vos efforts et de votre activité. Et tout ça, c'est l'inverse de ce qu'on fait à l'école. C'est quoi le modèle de l'école? Vous avez tous fait ça? Copie pas, c'est moi, c'est mieux. Puis vous faites une tour de cahiers, de classeurs, de machin. À l'école, on vous dit non, on partage pas. Oh pardon. On partage pas, on n'échange pas, on n'explique pas aux autres. On n'est pas valorisé parce qu'on a expliqué aux autres. Quel prof vous a valorisé parce que vous avez expliqué à vos petits camarades, hors des cours, un truc qu'ils n'avaient pas compris. Et en plus, non seulement je suis entré dans les communautés, mais c'est devenu des amis, ces gens-là. Il reste combien de temps? 7 minutes? Et en plus, ils sont devenus des amis. Pas mal ça, non seulement j'apprends plus vite, je m'amuse, je mange bien, je bois, et je me fais des amis. Et ça, c'est mon grand dada. Ah oui, je suis quand même un manager, j'aime bien ça. Est-ce que vous avez jamais remarqué que 99 fois sur 100, quelqu'un qui est dans une communauté vous dit je m'éclate vachement plus dans une communauté que dans ma boîte? Non? Pas du tout, hein. Ça vous arrive pas? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de passer 12 heures par jour dans un endroit où on a 10 fois moins de retours positifs que là où on passe le soir à 1h du matin ou quand on demande à sa chérie de dire oui, est-ce que je peux vendredi soir sortir dans la communauté machin Python parce que je voudrais voir mes copains. J'aime bien quand il y a des gens qui rigolent, c'est que ça veut dire que merde, c'est pas chez moi. Est-ce que c'est applicable dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir la même plaisir, passion, motivation 10 heures par jour dans sa boîte? On y passe 12 heures par jour dans sa boîte, dans cette putain de boîte. Alors évidemment, la première chose, c'est au moins, je suis dans une entreprise, je peux utiliser les communautés. Je veux dire, vous connaissez sûrement pas de boîte où vous n'avez pas accès à IRC. On vous bloque Internet, vous n'avez pas accès à YouTube. YouTube, il y a tous les cours de Google sur YouTube. C'est dommage, vous ne les avez pas accès. Puis IRC, c'est pour chatter, donc c'est pas pro. Oui, mais j'ai tous les développeurs du projet, c'est super important là. Non, mais c'est pas grave. C'est pour chatter, donc t'as pas le droit. Déjà, s'il y avait une entreprise qui avait la conscience de dire ok, ce sont des communautés qui fait que tu es plus efficace, ça serait déjà pas mal, non? 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 Là, il est en train de dormir là. C'est bientôt fini. Tiens bon. Si on était dans une entreprise qui valorisait l'initiative, ben oui, quand vous êtes dans une communauté, personne ne dit enfin si, il y a un ou deux cons, mais de toute façon il n'y a pas de pouvoir. Mais non, mais tu fais quoi là? Tu t'intéresses à quoi? Non, tu t'intéresses pas à ça, t'es pas payé pour là. Ça vous rappelle rien ça? Dans une communauté, vous voulez vous intéresser à la moto, vous allez sur un forum, vous allez sur un newsgroup, vous prenez le temps que vous voulez,
c'est justement avoir une organisation qui essaie de retrouver ce modèle philosophique, enfin de relation. C'est ça qui m'intéresse depuis 6 ans. J'aimerais bien que les gens qui sont toujours au boulot soient aussi passionnés et créatifs que ces mêmes personnes qui sont à 1h du matin sur Internet pour faire leur tour de chez eux ou participer à un projet de quelqu'un. Et ça, c'est une certaine vision de l'organisation. Et moi, j'ai horreur d'entendre dire, c'est bien d'enlever les managers. Si les managers, c'est mieux. Non, les occurrences, c'est un peu... Non, ça va pas mieux. Il faut leur... C'est une entreprise qui a un objectif particulier. Les gens travaillent par rapport à ce objectif. Mais il faut des managers qui soient assez intelligents pour les faire travailler correctement, les faire communiquer et tirer parti de leur créativité, de leur idée, de leur envie de faire des choses mieux. Et ça, c'est un modèle qui est contraire au modèle grec. Tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on essaie de faire, ouvert, disciplinaire, tout le temps on peut le faire. Donc souvent, le petit chèque, on dit pas modèle d'expérience. Non, ça ne vous parle pas? Si, tout seul. Vous avez de la chance. Et ça, c'est le modèle français. Le modèle fortement bien. C'est le modèle manager, vous savez, il m'a monté en cachant ce qui est en bas, et en tapant celui qui est à côté. Et si tu tapes toute la force qui est à côté, il y a exactement ce qui est monté. Donc forcément, donner l'information à l'équipe d'à côté, qui aider l'équipe d'à côté, qui peut aider le petit chef d'à côté lui à monter, c'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Vous avez des chances. Et un truc que j'ai appris, c'est si on peut trouver la valeur qu'il y a pour la boîte, en tout cas de la compagnie de l'organisation, trouver la valeur, qu'est-ce qui fait de la valeur pour cette société? Et que vous réalisez toute la société. Que l'organisation soit en rapport, enfin, soit pour améliorer cette valeur pour la société. Vous placez les gens non pas par rapport à un supérieur, par rapport à un pouvoir de quelqu'un, mais vous placez par rapport à quelque chose qui rend la valeur pour l'organisation. Vous optimisez, non seulement vous optimisez le résultat de l'organisation, mais en plus vous avez des gens, ça c'est pour les boss, parce que nous disons, qui ont un but d'activité qui est un demande bon dans un domaine particulier. Non pas de répondre à la chef, mais non de dire, là mon objectif, c'est que soit le meilleur possible. La conclusion de tout ça, non, participer avec l'équipe. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est participer. Les exemples que je vous ai donnés dans les télés, une que je vous dis simplement, c'est de dire, regardez ce que moi j'ai pu apprendre. À chaque fois, j'ai pu atteindre un résultat très vite. Parce que j'ai pu être aidé par les gens. Bien plus vite que si je fais tout seul dans le monde. Et si vous voulez retrouver cette même passion que vous avez dans les communautés, cette même envie, cet même engagement de vous et des autres personnes, c'est pas que la relation à l'entreprise ne peut pas faire. C'est qu'elle a un modèle